Et bienvenue à tous pour ce 104e podcast Manchester Devils. Donc, pour ce 104e podcast, Manchester Devils fait sa rentrée des classes. Mais nous gardons les mêmes élèves parce que nous, on est doués, on redouble chaque année. Donc, je serai comme d'habitude accompagné de Jérémy. Merci, hello tout le monde, bienvenue pour la rentrée. Comme j'ai dit, podcast Pina Colada, donc profitez, il fait chaud, on souffle et on est là. Adama. Salut à tous. C'est pas Pina Colada, c'est Virgin Colada. Donc, moi, je bois pas. Et content d'être là. Et Mohamed. Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison, en espérant qu'elle soit meilleure, mais c'est la phrase qu'on dit à chaque rentrée, donc on va juste la fermer et attendre que ça se passe. Ouais. Donc, comme vous avez déjà pu le voir, on va faire quelques modifications pour cette nouvelle saison. Donc, on a déjà essayé de toucher un peu l'identité visuelle. C'est pas encore fixe à 100% pour les prochaines semaines ou prochains mois. Donc, on verra, on va faire quelques tests, on va essayer d'améliorer. On va aussi essayer de changer la musique du début. Voilà, on va faire quelques changements pour que ce soit un poil meilleur en termes pour vous surtout, que ce soit un peu plus agréable à regarder. On va aussi changer les miniatures pour que ce soit plus visuel. On est des amateurs sur ce sujet-là, donc on progresse petit à petit, autant vite qu'une l'image de notre club. Exactement. Un peu dans le passé, on n'a pas renouvelé les machines à la salle de muscu. On n'a pas les moyens. Jérémy, il nous paye pas. Non, je paye pas. Ouais, mais bientôt je mets un barbeur, vous verrez, ça sera vachement bien pour ceux qui ont la ref. Donc pour ce début, début d'année, on va aussi essayer de changer un petit peu le format, donc de garder un format match et de dissocier le match des autres infos de la semaine. Vous verrez ça quand le championnat reprendra. Donc, mais une chose ne change pas. On vous remercie quand même d'avance pour votre soutien. Donc, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et l'abonnement. C'est gratuit. Ça vous prend 1 seconde et ça nous aide énormément. N'oubliez pas non plus, comme d'habitude, tous les différents médias de Manchester Devils, donc que ce soit le forum, le site internet, vous retrouvez tout en description. Donc, il y aura le retour de l'audio aussi. Oui, c'est vrai. Il y a aussi le retour du compte Spotify qui malheureusement on avait un peu perdu les identifiants et tout. Donc maintenant on va avoir exactement, c'est très important parce que moi je l'écoute en plus tout le temps. Les podcasts j'écoute dans la voiture, donc c'est vrai que de l'avoir que sur YouTube c'est pas évident. C'est plus simple sur Spotify ou si vous l'écoutez au sport ou comme ça. Donc ça va être rajouté, en tout cas pour le début de saison. J'espère dès ce podcast-là, parce que j'ai pas prévu ça, j'ai complètement oublié. Donc j'espère pour celui-ci, on verra. Donc pour ce podcast, on va faire notre entrée des classes. Donc l'avantage, c'est qu'on le fait en même temps que Manchester United, vu qu'on est ultra rapide. Donc depuis qu'on vous a laissé il y a 5 semaines, je pense, 5-6 semaines. Un mois, ouais, un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois. Donc, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé jusqu'à jeudi ou vendredi, donc où on a eu le Here We Go ou la Ornstein Bamba, si vous voulez, pour Bryan Mbeumo. Donc, on va parler de ce transfert surtout, qui est l'arrivée majeure depuis notre dernier podcast. On va vraiment séparer en 2 parties, donc il faut qu'on reste focus, les gars. C'est un de nos points d'amélioration cette année. Comme Bruno, dès qu'il peut faire une passe simple, mais à la place il essaye de faire une talonnade. Donc, on va parler d'abord de l'arrivée sportive de Bryan Mbeumo, et après on va quand même parler de ce qui fâche un petit peu plus, le processus de négociation en tout cas le processus de transfert pour ce deal-là, et qu'est-ce que ça veut dire sur nous et sur le marché des transferts en règle générale. Donc, avant de vous donner les paroles, un petit rappel pour ceux qui ne savent pas de qui est Bryan Mbeumo. Donc, Bryan Mbeumo, c'est un joueur camerounais qui joue à Brentford depuis 5 ans, 6 ans 5 ans, ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Il est arrivé en 2019 à Brentford. C'est à ce moment-là qu'on a beaucoup entendu parler de Brentford en Première Ligue. C'est surtout parce que c'est un club qui recrute, qui travaille très bien et qui recrutait pas cher. Et Bryan Mbeumo était avec Wissa et Ivan Toney, en gros les Norgard aussi qu'ils ont vendu, les symboles de cette réussite-là. Donc c'est un joueur qui était au A3 avant, A3. Donc c'est un ailier droit, joueur offensif droit plutôt. C'est un joueur qui joue surtout sur le côté droit parce qu'il est gaucher et il repique dans l'axe.
Et il a une très grosse frappe, ce qui fait qu'il est très dangereux quand il repique dans l'axe. En plus, c'est un pitbull, donc c'est pas comme nos dribbleurs à nous, où le profil de dribbleur qu'on a, c'est des tout fluets. Alors lui, quand il met l'épaule, bonne chance pour le rattraper. Donc c'est comme ça qu'il a marqué une bonne partie de ses buts quand même. Hein. Sur les 2 dernières saisons de Première Ligue, Bryan Mbeumo, c'est 29 buts et 15 passes décisives. Qui ferait de lui le 2e meilleur joueur pour Manchester United, derrière Bruno, en termes de buts et assists. Aussi 2-3 stats sur sa saison passée, donc c'est 20 buts et 7 passes décisives l'année passée. Pourtant, il a un nombre de shoots qui reste totalement acceptable pour un joueur de son profil. Hein, c'est 2,26 par match, donc c'est totalement acceptable. C'est aussi alors les passes clés, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est près de 2 passes clés par match. En expected goal l'année passée, il était à 13,63, donc il a explosé les attentes. C'est pas forcément positif. C'est pas forcément négatif, c'est à voir. Les top joueurs arrivent à répéter ce genre de saison. Lui, c'est la première saison où il surperforme à ce point. Donc, à voir s'il arrive à le maintenir. Et en expected assist, par contre, c'était le contraire. Il a fait 10.3 expected assist et il a eu que 7 assists. Donc là aussi, il a peut-être qu'il marquera moins de buts, mais qu'il fera plus de passes décisives. C'est aussi un joueur. C'est très bien en soi. C'est pas une mauvaise qualité. Hein. Ah non, totalement. C'est un des joueurs, je crois que c'est le joueur qui a le plus joué en Première Ligue l'année passée. En termes de minutes, je vais vous dire le total de minutes qu'il a joué l'année passée en Première Ligue. Attention, ça va être long. Donc, sur Transfermarkt, quand tu as joué tout le match, c'est 90, hein, même si le match a duré 112 minutes. Donc 90. Bon, je vais vous dire quand il n'a pas joué 90, c'est plus simple. Il a joué que 87 minutes au 10e match. Et c'est tout. Sinon, il a joué 90 minutes sur tous les matchs. Donc, il est sorti qu'une seule fois 3 minutes face à Fulham. Et c'est un joueur qui ne se blesse pas. C'est un joueur qui est ultra fiable. Donc, on reviendra après sur le prix. Très. Ne sois pas un chat noir, hein, parce qu'il va arriver chez nous. Qu'est-ce qui va arriver? Blessure. Bah oui, alors ça c'est sûr. Donc voilà qui est Bryan Mbeumo. Moi, je vais vite faire. Pour moi, c'est le joueur. La signature qui m'excite le plus d'un joueur offensif depuis Sancho, donc je sais pas si c'est bon signe, mais c'est vraiment. On reparlera après du prix, donc mais sur le joueur, pour moi c'est le joueur qui m'excite le plus. Pour moi, c'est un meilleur joueur que Cunha. C'est pas du tout les mêmes profils, pourtant ils jouent dans le même poste et ils auront les mêmes responsabilités, mais c'est pas du tout. C'est 2 joueurs qui vont jouer ce numéro 10 excentré, mais qui ont des qualités qui sont différentes. Et c'est un joueur qui m'intrigue énormément. C'est quand même un joueur qui a sa moins bonne saison en PL, c'est 6 assists. Donc on a besoin aussi de joueurs créatifs pour les autres. Sinon, c'est quand même 42 buts et 28 passes décisives en Première Ligue. Avec une équipe de Brentford qui a en moyenne 35. C'est chaque année l'équipe quasiment qui a le moins de possession de balles, qui joue beaucoup sur du contre. Bref, c'est un joueur très rapide, c'est un joueur très puissant, c'est un joueur à l'aise techniquement, qui a un super pied gauche, sûrement un des meilleurs pieds gauche, le 2e meilleur pied gauche de Première Ligue derrière Mo Salah sûrement. Et par contre un pied droit bien sûr qui est un peu plus faible, hein, comme beaucoup de gauchers, mais très content de sa signature, en tout cas de l'arrivée de Bryan Mbeumo. On reviendra après plus tard, comme je dis, sur le prix, sur aussi la planification du mercato. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre cette somme-là sur les autres postes, peut-être qu'il y a d'autres postes prioritaires, mais sur l'arrivée de ce joueur-là, je suis extrêmement content. Donc je ne sais pas qui veut prendre la parole pour parler du joueur Bryan Mbeumo et de son arrivée, hein. Le plus sceptique en premier. Ouais, ça va être un peu plus court et moins, je vais pas dire moins emballé, pas forcément déçu parce que je vais pas être déçu et que c'est un bon joueur, c'est un bon profil. Je suis plus emballé par Cunha, par exemple. Comme tu as dit, c'est 2 profils différents, donc je pense que c'est intéressant d'avoir des profils différents sur le front de l'attaque et surtout sur des postes opposés, sur les ailes. Ce que j'aime bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un vrai athlète. PL Proven, ce qui nous a beaucoup manqué lors des derniers mercatos, c'est qu'on prenait beaucoup à l'étranger pour au final avoir une phase d'adaptation un peu plus lente, voire quasi nulle, et du coup c'était des flops, hein. Donc là on prend un gars qui a fait ses gammes 5 ans en PL. Il y a aussi d'autres stats que j'aime bien.
c'est le premier de toute l'APL, à confirmer, Antoine, si tu peux, qui centre le plus J'ai pas vu ce chiffre-là, par donc rapport. on regardera pour le prochain podcast. Mais ouais. C'est sur Sky Sport. Ok, bah alors, C'est un Sky Sport, visuel, généralement. C'est fiable, hein. Ouais. Le troisième de toute l'APL qui court le plus, enfin qui couvre le plus de terrain, et il a 387 km parcourus. Le troisième qui sprint le plus, donc ça va dans ce qu'on cherche, hein, et dans ce que cherche Amorim, c'est les sprints. Moi, bon, après, on en parlera après, c'est le montant qui me dérange un peu, mais au final, quand on voit le reste, ça me dérange un peu moins. Mais pour rester sur le footballeur, l'aspect sportif, j'ai hâte de voir. J'étais un peu déçu quand j'ai vu la piste parce que je me suis dit qu'on aurait pu avoir mieux pour ce prix-là ou pour un poste aussi important que ça. Mais au final, j'attends, je vais attendre, et je vais surtout espérer qu'il réponde à toutes les attentes, quoi. Donc pour l'instant, un peu moins emballé que un peu toute la fanbase, mais quand même content parce que c'est un gars qui va faire le taf et c'est un vrai joueur de collectif surtout. Je suis assez OK Bah, avec ça. ah, Ah, je te laisse peut-être conclure, parce que je pense que tu seras plus long que moi, vas-y. Dama. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, ce que j'aime bien sur l'arrivée d'Mbomo, c'est que pour ce que je l'ai vu jouer, je le trouve plus discipliné que Cunha. Et je Ah oui. pense qu'on va en avoir besoin, surtout sous Amorim. Parce que je cache pas que, sans faire un épilogue sur Cunha, j'ai peur que Cunha soit un peu un Bruno bis parfois dans son comportement. Donc c'est quelque chose que je pense qu'on ne trouvera pas chez Mbomo. Mohamed, tu dis qu'il court beaucoup, c'est vrai, il sprint beaucoup, mais il faut, comme l'a dit Antoine aussi, c'est parce que Thomas Frank avait plutôt un jeu qui était basé sur de la contre-attaque, donc je pense que tu as beaucoup de sprints de contre-attaque qui sont pas forcément les sprints toujours demandés, il y en aura forcément, mais c'est pas toujours les sprints demandés par Amorim. Mais étant donné qu'il est discipliné et qu'il a l'air quand même suffisamment intelligent, et là je parle de QI foot, je pense que effectivement l'adaptation elle sera pas mal. Tu nous dis qu'il est peut-être un peu cher. Alors ça, le prix, forcément, le prix brut est cher, ça, il n'y a pas de souci. Qu'on est mieux, par contre, à prix identique avec le badge PL Proved, qui est le vrai badge, hein, pas celui qu'on voulait filer à Liam Delap au bout de moins d'un an de PL. Hein. Là, on parle d'un vrai badge dans ce sens-là. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment des joueurs qui mieux en première ligue à ce prix-là, pas dit, ou là tout de suite ça me vient pas. Donc pour moi, c'est quand même un bon recrutement. Ouais, à ce poste-là, pour moi, c'est un bon recrutement. Il y a la petite question, alors je sais ce qu'on va me répondre directement, mais c'est parce que moi, dans ma tête, j'ai pas envie de le voir, mais c'est ce qui va très certainement se passer, où j'ai un peu l'impression qu'ils vont se marcher un peu sur les pieds avec Amad. Pour moi, ça va être un peu plus d'interrogation. C'est un risque. Mais on verra ce que fait le coach. Beaucoup penseront sûrement que ça sera un piston. Bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet tout de suite. D'intervertir parce que même Mbeumo a dépanné aussi au poste de piston droit dans le 3-5-2. Ah non, donc voilà. totalement. Après, il y a un ça... monde où peut-être aussi on veut faire progresser Amad comme un jeune et pas forcément lui donner trop de temps de jeu non plus. L'année dernière, c'était peut-être une nécessité, ça l'est peut-être moins du coup cette année avec l'arrivée d'Mbeumo. Donc pour moi, c'est une arrivée qui, je suis plutôt côté un peu comme Antoine, qui me satisfait plus que l'arrivée de Cunha. Personnellement, si j'avais dû en choisir que un des deux, j'aurais pris Mbeumo et pas Cunha. Bon là, on a les deux, donc c'est un choix de riche. Mais du coup, je suis quand même très, très satisfait de cette arrivée. Bah, quand même, hein, quand tu mets autant sur deux joueurs, ça reste, même notre situation, ça reste un choix de riche. Hein. Donc surtout... voilà, je suis assez content de cette arrivée. Adama Moi, je suis un peu comme Antoine. Donc, à la base, j'étais pas spécialement un grand fan de lui parce que j'ai pas vu énormément de matchs de lui, à part quand il joue contre nous. Et après, je me suis un peu plus renseigné, et plutôt sur le côté statistique. Donc, comme tu l'as dit, sur les minutes jouées, il a joué 3414 minutes. Et en fait, tu peux pas faire beaucoup mieux. Il a joué tous les matchs. Donc, ça, c'est déjà un gros point positif. C'est un truc que nous, on peut souligner parce que nos joueurs, ils se blessent beaucoup, et cetera, et cetera. Lui, il joue, il démarre les matchs et il joue tous les matchs, et il a été protagoniste, dans quasiment tous les matchs. Donc ça, c'est bien. Ensuite, il surperforme au niveau des XG, OK, c'est pas forcément négatif, hein. Ça, ouais, c'est-à-dire que après, ça veut dire qu'il a eu beaucoup de réussite, mais ouais, c'est pas forcément négatif. Donc à voir. Hein? Comment? Tu la provoques aussi un peu, la réussite. Oui, tu vois, Kane... C'est une progression d'année en année, de travail. Là, c'était un peu plus spécifique il avait un peu plus de responsabilités devant le but, peut-être, vu que Tony est parti l'année dernière.
Après, C'est ça. Et ils avaient un autre attaquant qui s'est blessé, Thiago quelque chose. Ils avaient un autre. ouais, mais lui, il a quasiment jamais performé, lui. Mais il avait pris quoi pour Et remplacer Tony, c'est ça. Ils avaient payé une blinde en plus, un truc comme 20 ou ils avaient 25 payé 000. une Ah, le blinde. Brésilien de Bruges, là? Ouais, je crois. Ouais. Et justement, à la base, en fait, il jouait plus sur l'aile. Et là, il a été vraiment mis en attaquant. Donc, je me suis posé la question, il y a peut-être un monde où il peut jouer devant, en fait. Et pas 10 excentrés. T'as déjà un élément de réponse avec la compo d'hier de Amorim où il te met Amad en piston droit et qui met Collier en 10 Alors, à droite. oui, On en oui. parlera après de cette dinguerie-là. Ouais, alors il y a ça, mais je me dis, il y a peut-être un monde où il peut jouer en attaque. Mais bon, ça on va dire, c'est juste une théorie. Ce que j'aime bien aussi, c'est que, comme vous avez dit, il est différent de Cunha, dans le sens où Cunha, lui, il va plus prendre le ballon et il va aller percuter. Euh, Là où Mbeumo, déjà, il se place beaucoup mieux. Ah ouais. Au niveau des passes progressives reçues, il se place beaucoup mieux. Et donc, dans un contexte comme Brentford, où il jouait la contre-attaque, ça veut dire que on arrive à le trouver dans les bonnes zones. Donc ça, c'est déjà un gros point positif. Et lui-même aussi, il se distingue aussi par la passe. Donc, à la fois, il est bon par la passe, mais aussi, il finit. Parce que Konya, lui, un peu bon aussi par la passe, mais voilà, au niveau but, et c'est moins bon que Mbeumo. Après, moi, j'ai noté 2 autres choses. Au niveau du pourcentage de tirs cadrés, heu, c'est pas top, top. Il est plutôt mid à ce niveau-là. Un peu comme Heu, Cunha, je crois. Et comme non, Bruno il est cata, mais comme Amad, Pas mal, ouais. comme tous nos joueurs offensifs en gros. Hein. ouais, donc c'est pour ça que corrélé à la stat de surperformance des XG, je me dis: «Est-ce que, voilà, il était pas en feu?» et comme, Rashford il y a 3 ans, tu vois? Heu, Ça peut être possible et sa moyenne de tir, c'est environ à 15 mètres. Au niveau à 15 mètres et il cadre à 43 à voir. Là, c'est que des statistiques brutes, donc faut voir, comment ça peut se passer et après, j'ai été un peu surpris au niveau des passes réussies. Au niveau des pourcentages de passes réussies, où il est plutôt faible, Mm. surtout dans les passes courtes et je me dis, en fait, si nous, on veut jouer un football proactif où on est, haut sur le terrain, ça peut être problématique. Est-ce que c'est pas Heu, le jeu de contre qui fait qu'il tente des Alors, passes ou alors attention, plus risquées ou des situations plus compliquées? c'est c'est ça, sûr que c'est sûr, lui, c'est ça. eux, ils ont joué quasiment qu'en contre. Je pareil, pas qu'en contre, c'est un peu malhonnête, mais ils ont joué énormément en contre, donc c'est sûr que ça joue beaucoup. Après, moi, les ballons perdus, je l'ai dit déjà quand Cunha est arrivé. On a déjà le prince des princes avec Bruno Fernandes, mais Le roi des princes, tu veux dire? ouais, le roi des princes. Mais si tu prends l'année passée basée sur 90 minutes, en fait, Mbeumo, Bruno et Cunha, ils sont tous dans le top 5. Donc il va falloir énormément de travail là-dessus, surtout que le jeu du 3-4-3 ou 3-4-2-1 et le jeu d'Amorim, c'est basé sur une chose, c'est le mouvement de ballon ultra rapide. Donc les deux surtout Mbeumo et Cunha, ils ont des excuses, ils jouaient face à des équipes qui étaient bloc bas contre dans les 3 quarts du temps. Donc et tu joues dans des équipes où tu as moins la possession, donc tu dois prendre beaucoup plus de risques quand tu es le joueur offensif clé parce que tu dois créer sur le peu de ballons que tu as. Mais c'est un point, c'est pas un red flag, c'est un yellow flag. C'est un yellow flag. Il faudra voir. C'est un point d'observation. C'est Garder en tête et à l'œil. parce que je regarde Mbeumo, il est juste derrière Bruno hein, en termes de. Il a perdu 3 ballons de plus, il a joué plus. Et donc par minute jouée, c'est Bruno qui est numéro 1, mais il est juste, ils sont dans la même catégorie. Donc en fait, À voir comment ça se m'emmute. après, quand je regarde les joueurs de champ qui ont perdu le plus de ballons, tu vois, le premier c'est Mbeumo, c'est un des meilleurs joueurs de l'année passée. Après, bon, il y a Bruno
c'est là où tu vois la différence des ballons perdus en fait. Bruno Fernandes en a perdu beaucoup, on a regardé tous les matchs, on sait quelle saison il a fait. Moi, c'est pas les chiffres SofaScore qui vont me faire changer d'avis sur la saison qu'il a fait. Le troisième, c'est Mo Salah, qui a été le meilleur joueur de la saison en Première Ligue. Donc il faut toujours mettre en perspective quel type de ballon tu perds et comment tu les perds. Si tu les perds en tentant des passes Hollywood qui n'ont aucune chance, ou si tu les perds parce que comme t'es Mbeumo, je voyais aussi Anthony Robinson qui est très haut, ou même des Damsgaard, toi, de Brentford, c'est des joueurs qui doivent, où il y a aussi pas mal de joueurs de Bournemouth, où tu as quand même moins la balle, donc tu dois jouer sur du compte, donc tu dois prendre des risques. Mais dans le 3-4-3 d'Amorim, la clé, c'est le mouvement de balle. Si tu as un mouvement de balle rapide, on va en reparler après de la préparation, on l'a vu hier, la différence entre déjà des défenseurs qui sont capables de ressortir le ballon et d'autres pas, ça te pète tout ton système. Mais le but, c'est que la balle, elle bouge réellement vite, et c'est l'avantage du 3-4-3 parce que t'es partout sur le terrain. Si tu commences à faire des passes de débiles, déjà que si Bruno le fait au milieu de terrain, on en reparlera plus tard, ça va me rendre dingue, mais si Cunha et Mbeumo, ils n'ont pas trop ce profil-là, mais il va falloir que les trois, ils aient pour leur jeu. On peut pas avoir le top 3 des joueurs qui perdent le plus de ballons par minute dans notre équipe, quoi. En fait, tu dis un truc important que je veux reformuler différemment. On ne peut pas avoir nos trois milieux qui ont autant de déchets que ce que tu laisserais comme déchet à un joueur qui est hyper créatif comme Mo Salah. Mo Salah, Liverpool, ils peuvent se permettre d'avoir Mo Salah dans le sens où déjà, il marque beaucoup, il est déterminant. Mais du coup, pour avoir ce style de jeu, il perd beaucoup de ballons. Mais à côté, tu as les autres qui compensent. Tu as un joueur qui perd beaucoup de ballons, tu as plusieurs joueurs qui compensent. Si là, tu as tout ton centre du terrain, les trois joueurs principaux qui seront tout le temps titulaires au centre du terrain, qui sont ceux qui perdent le plus de ballons de Première Ligue, les gars, c'est les vannes ouvertes. J'aimerais pas être défenseur central. Hein. Tu vois, à m'inquiète alors, parce que si t'es recrue phare, c'est ça, mais que ton style de jeu est à l'opposé de ça. Mais, oui, mais en fait, dans des conditions différentes et dans des différents. Après, faut le replacer dans le contexte. C'est ça. Est-ce qu'Amorim va adapter son fameux schéma, peut-être pas le 3-4-3, mais sa façon de l'animer, peut-être. Après, si on revient sur Mbeumo, sur l'année passée, tous les chiffres de création d'occasion, donc les big shots created, hein, pas les comment ils appellent ça? Non, ça c'était les grosses occasions, parce qu'occasion créée, on en parlait juste avant le podcast avec Dava, c'est la stat la plus fumeuse qui existe au monde, parce que je prenais l'exemple nos corners, où on fait nos corners longs et on touche à chaque fois Maguire ou De Ligt qui remet la balle vers le but. C'est considéré comme une occasion créée pour Bruno. Donc, est-ce que c'est vraiment une occasion créée? Oui et non. Mais, donc, les big chances created, je ne sais plus comment elles sont calculées automatiquement, mais je crois que tu crées une chance qui a plus de 30% d'expected goal pour le joueur qui va la recevoir. Bref. En fait, si tu prends les big chances created, tu prends et en gros, tous les chiffres de création, c'est au-dessus de Bruno. Avec Brentford. Alors, ok, Yohan Wissa est un meilleur joueur que tous nos joueurs offensifs, mais avec le peu de ballons qu'ils ont, le peu de ballons qu'il a eu et tout, moi je pense qu'il peut vraiment nous faire. Après, j'ai vu des comptes de débiles sur Twitter dire Cunha, je sais plus les chiffres par cœur. Mbeumo, c'est 20 buts, 10 passes décisives, ou 7 passes décisives. Cunha, c'est 15 buts et 6 passes décisives, donc on va rajouter 35 buts et tout. J'ai dit oui, bien sûr, ça fonctionne comme ça le foot. Merci. C'est une addition simple, hein, le foot. J'ai pas vu ça, moi. Heureusement que j'ai pas vu ça. mais en fait, la clé, c'est que ces deux joueurs-là combinés, avec Amad sûrement à droite, je suis un peu d'accord sur le fait que Amad qui repique tout le temps dans l'axe, avec Mbeumo, il faudra éviter de faire ça. Mais Amad, pour moi, quand je le trouve le plus fort, c'est quand il reste sur le côté et qu'il centre. C'est le seul qui sait centrer de notre équipe. Donc, et à gauche, où tu as Dorgu, on a vu sur le premier match, c'est revenu, c'est un buff, quoi, et qui sera plus obligé d'enchaîner. Quoique, on en rediscutera après. Tu as les deux joueurs qui créent de manière différente. C'est-à-dire les deux sont très forts avec la balle. C'est-à-dire si je crois que Mbeumo, il est aussi dans les joueurs qui ont le plus dribblé l'année passée. Je vais juste j'aurais dû préparer ça. Les dribbles. Si tu es à la stat, peut-être. Successful dribble, je l'ai. Donc, bon, il y a Doku qui est sur une autre planète vu qu'il a 107 dribbles réussis et tout, mais sinon, si tu prends Cunha, il en a réussi 61 et Mbeumo, il a 52. Donc, Mbeumo, il est dans la même vague de dribbles réussis que Luis Diaz
en chiffres bruts, hein, tu dois après, que Mo Salah, que Savigno, que Mitoma, que Palmer, que Hutchinson et tout. Et si je dois prendre le premier joueur l'année passée avec le plus de dribbles réussis, c'était Ahmad qui était 28e. Toi, qui était derrière. C'est-à-dire que l'année passée, Sancho a réussi plus de dribbles que tous nos joueurs. Et là, c'est Ahmad qui est 28e, mais notre troisième autre joueur, le deuxième en fait pour nous, c'était Bruno Fernandes qui était 64e. Oh. Donc, et après, on a pas mal de joueurs là. Donc, on a 70e Dalot, 74e Mazraoui, 75e Garnacho. Mais c'est-à-dire qu'on avait. Mazraoui devant Garnacho. Ouais. C'est pour ça qu'il avait mis en 10. Mais tu vois, par contre, tu vois, Mazraoui et Garnacho derrière Enzo Fernandez, tu vois. Ou Bruno Fernandes, ouais, bref. C'est-à-dire que, hormis Ahmad, on n'avait que Ahmad qui était blessé une bonne partie de la saison. Et donc, on n'avait aucun joueur dans les 63 meilleurs dribbleurs de première ligue, quoi. 63, ça fait quand même. Ouais, c'est ressenti. Et en fait, moi, je trouve que c'est où on l'a ressenti le plus, c'est que on n'a pas de bons centreurs, hormis Ahmad. Bruno, il lui en faut trop pour que ce soit efficace, donc je considère pas que tu as un bon centreur quand il t'en faut 8 pour réussir 1. Il a le potentiel, mais il réfléchit pas assez. Dalot, c'est peut-être le pire centreur qu'on a vu, que j'ai vu en première ligue. Honnêtement, c'est terrible. Dalot. C'est terrible. Luke Shaw, je parle pas d'hier, mais Luke Shaw, dans ses qualités, normalement, il sait le faire. Oui, mais Luke Shaw, on en rediscutera, mais il sera plus jamais en position de centrer vu son positionnement. Et s'il rejoue comme hier, c'était que le premier match, mais il sera plus jamais en position de jouer à ce rythme-là. Et donc, en gros, on n'avait pas de joueurs. Et Casemiro et Ugarte, c'est pas des joueurs qui cassent des lignes avec leur passe ou un taux de réussite beaucoup trop faible. Bruno aussi. Et t'as Casemiro, il peut t'en faire une par match. Ouais, une par match, mais avec combien de tentatives. Et là, moi j'allais dire, il y en a un qui était capable de le faire, peut-être de dribbler, c'était Zirkzee quand même. Mais je vois que Zirkzee a moins. Kobe Mainoo, sur le peu de matchs qu'il a réussi, il a que 5 dribbles de moins que Bruno Fernandes réussi. Et je suis en train de rechercher Zirkzee. Højlund, on sait que c'est pas son jeu, donc voilà. Mais ouais, mais parce que Bruno, c'est pas un dribbleur. Bruno, il se distingue par la passe. Mais tu vois, Zirkzee, Zirkzee, on voit tous. Les fans le voient comme un dribbleur parce qu'il a aussi joué ce rôle-là. Il est 173e en première ligue sur les dribbles réussis. Il en a réussi 11 sur la. On a fini 15e. Hein, il en a réussi autant que Joao Félix et Nkunku qui ont été encore plus blessés que lui. Il en a réussi autant que Diogo Jota, paix à son âme, mais qui avait aussi peu joué. Il en a reçu moins que Miles Lewis Kelly, là, le jeune. Donc, pour en revenir à Mbeumo et Cunha, c'est quelque chose qui nous manquait réellement, cette percussion. Et là, tu prends Cunha qui a quand même 61 dribbles. Donc, il est dans le paquet parce qu'en gros, il y a Doku qui a 107. C'est quand même hallucinant parce que Doku, il n'a pas joué tant que ça. Hein. Quand même, je vais juste voir. Il a sa spéciale, hein, ça passe toujours. En fait, il est tellement athlétique. En fait, Doku, il est très bon techniquement. Oui, mais c'est pas que les petits appuis. Les petits appuis, moi, quand je pense petits appuis, je pense à Ahmad, par exemple. Sauf qu'en gros, il a la technique de Ahmad, sauf que c'est un bulldozer, quoi. Dire que dès qu'il passe. Mais quand même, en avoir réussi autant en si peu de temps, en si peu de matchs. Après, moi, je n'ai pas regardé tous les matchs de City, mais il ne semble pas qu'il a joué tant que ça. Il a joué que 1500 minutes. C'est hallucinant. 107 dribbles pour 1500 minutes, c'est vraiment hallucinant comme chiffre. Bref, le deuxième, c'est Kudus, quand même, qui a signé à Tottenham. 92, donc c'est quand même 15 de moins. Et après, tu tombes tout de suite à Semenyo, le joueur de Bournemouth, troisième, qui a 69. Donc, et Cunha, il a 61, en sachant qu'il a manqué 4 ou 5 matchs en tout pour suspension. Il a joué un peu moins. Hein. Et t'as Bryan Mbeumo, alors lui, il a joué beaucoup, mais qui est 12e, qui est dans la même range que Savigno. Alors, il a joué beaucoup plus. Donc, c'est un joueur qui dribble moins. C'est un gros dribbleur, mais je le voyais pas aussi, Mbeumo. Donc, c'est bon. Hein, en fait, il fait des dribbles à la Rooney de l'époque. C'est-à-dire que son dribble, il te passe à côté. Et tu peux rien faire parce que physiquement, c'est ce que j'aime le plus avec Mbeumo. Après, je pense qu'on pourra un peu refermer le chapitre sportif Mbeumo. Ce que j'aime le plus, c'est que
putain, c'est un homme. C'est pas un gamin. Alors, je reviendrai après sur la gestion du mercato parce que ça dit aussi quelque chose d'autre sur les responsabilités et les objectifs de cette année. Et je suis plutôt aligné avec ça. Bref, on en discutera. Mais c'est un gars, pourquoi il a eu qu'une seule blessure dans sa carrière à la cheville. Et il a manqué que 2 fois des matchs, une fois pour une blessure à la cheville en 2023-2024 et une fois un match testé positif au Covid. Donc c'est un joueur qui se blesse jamais. Mais pourquoi il se blesse jamais? Parce qu'il fait 1m71, donc c'est pas très grand, mais c'est un pitbull. Et dans les duels, c'est lui qui y va. Il attend jamais le duel. Et ça va nous changer d'énormément de joueurs. Même Cunha qui est bon dans les duels. Cunha a plus tendance à attendre les duels ou Bruno Fernandes. Oui. C'est un serpent un peu le Cunha. Ouais. Cunha il gagne la faute, tu vois. Mbeumo il y va. C'est le jeu où tu gagnes la faute en fait. Mbeumo c'est Ugarte avec plus de muscles sur les duels. Alors il a moins de capacité. Il a beaucoup moins de qualité défensive qu'Ugarte. C'est pas ça que je dis. Mais dans sa façon d'approcher les duels et dans sa. Il est agressif. Ouais. Il le subit pas. Il subit pas le duel. Donc voilà pour Mbeumo. On va parler peut-être de la chose qui fâche un peu plus, c'est la gestion de ce transfert. Donc, je vais commencer, je vais envoyer un scud énorme à Ineos. Vous voulez faire croire qu'on a un nouveau Manchester United, c'est la pire chose possible de faire ce que vous avez fait. La pire. Pourquoi? Bon, moment, ta première offre, il y a eu 6 semaines entre ta première offre et le Here We Go, qui n'est pas encore officiel, le joueur sera officialisé aujourd'hui ou demain. Mais donc, entre le Here We Go et 6 semaines. 6 semaines, c'est pas un drame. Si tu le justifies, là, tu peux pas le justifier, tu es seul dans le deal. T'es pas en train de te battre comme là, il y a une bataille actuellement, bon, la bataille est terminée, mais pour équitiquer entre Liverpool et Newcastle, où il y a 2 équipes qui veulent un joueur. Lui, il a une préférence, mais c'est en plus, ou comme on a vécu avec Gyökeres, où il a une préférence Arsenal, mais si ça se fait pas Manchester United, Mbeumo, il a dit, je veux à Manchester United. Tu fais ta première offre à 45 plus 5. Tu peux pas attendre 6 semaines, et finir par 65 plus 5. Tu peux pas. Non, précise, et payer plus cher que le postulat de départ. Ah oui, et tu peux pas pour plusieurs raisons. En fait, c'est le même deal. C'est les mêmes erreurs qu'on a fait avec Højlund, sauf que le timeline était beaucoup plus longue, et Anthony. Mais c'est surtout un transfert qui se rapproche beaucoup de ce qui s'est passé avec Anthony, pas pour les mêmes raisons, mais le même truc. C'est-à-dire que tu dis non, on ne payera jamais ce prix. Tu fais une offre qui est en dessous du marché 45 plus 5. Quand tu as payé 62,5 pour Cunha, je suis désolé, c'est 2 joueurs qui se valent. Tu peux préférer Cunha, tu peux préférer Mbeumo, c'est 2 joueurs qui sont des top performeurs, des bons performeurs en première ligue et qui sont très proches l'un de l'autre. Tu peux pas dire 62 plus 5 et j'arrive avec une offre à 45. Et donc, ça a été refusé, bien sûr. Tu attends, tu fais une offre à 55 plus 7,5. Donc, Brentford, ils ont toujours dit au début, bon ben non, nous on veut le même prix que Cunha, donc c'est 62,5, oui, mais c'est 62,5 garanti. Donc c'est un poil différent que 55 plus 7. Tu attends, et tu finis par faire l'offre plus cher que ce qu'on aurait dû payer au début. Et pourquoi tu payes plus cher? Et c'est simple. Raison numéro 1, en fait, les deux sont liés. Tu as énormément de joueurs de première ligue qui ont bougé pendant ces 7 semaines. Et qui ont bougé pour cher. Elanga, 55 millions. Kudus, Gibbs White. Gibbs White, c'est pas encore officiel. Ouais, parce qu'il y a une réclamation, mais c'est une clause, donc ils arriveront de toute façon. La clause est dans son contrat, donc Tottenham ils peuvent se faire emmerder, mais au final ils paieront la clause et puis il partira. Quoi. Ils paieront sûrement une amende Tottenham parce que t'as pas le droit de parler même s'il y a une clause. Mais Nottingham là ils jouent avec un. D'ailleurs ils sont en train de finaliser Dan Ndoye de Bologne. C'est sûrement, c'est plus pour remplacer Langa. Bref, donc mais je le mets dans le même. Il y avait le Here We Go et en fait là c'est plutôt légal maintenant et pénal. Savoir est-ce que Tottenham a parlé avant aux joueurs, avant qu'ils payent la clause ou pas. Oui, ça ne change pas le prix du transfert. Mais tu as tous ces joueurs qui partent, donc quand tu vois ça avec tes Brentford, tu dis, si on avait donné 62 millions au 1er juillet, ces joueurs-là n'auraient pas signé, je suis sûr qu'ils acceptent, sûr et certain. Oui, sauf que quand tu vois ces joueurs-là qui ont tous fait des moins bonnes saisons qu'Mbeumo, c'est pour ça qu'à la fin, moi je suis toujours content du deal, parce que de tous ces joueurs qu'on a cités, qui vont tous dans des bonnes équipes de première ligue, pour moi, on a de loin le meilleur joueur de la liste. Donc, c'est pour ça que je reste positif et que là, je tape Ineos, mais à la fin, au moins, on a le joueur.
Donc, Et avant la tournée. Et avant la tournée. Ça s'est joué à ça, mais avant la tournée. Mais le problème, c'est que justement, vu que tu as trop attendu, il y a des joueurs qui sont partis pour plus cher. Donc Brentford, ils sont pas cons. D'un moment, ils vont se dire, attendez, si Elanga, c'est 55 millions. Si Gibbs White, c'était une clause, c'est 60. Si Kudus, c'est dans les. C'est dans les. Pour 55. Donc, c'est des joueurs qui ont comparti. Donc, ils se disent plus ça, ils disent ça. Mais surtout, plus tu avances, plus c'était clair pour tout le monde qu'on n'avait aucune alternative à Mbeumo. Déjà, c'est un profil qui est très difficile à dupliquer. C'est-à-dire que tu peux pas te dire, c'est pas comme par exemple en pointe, c'est beaucoup plus facile. Tu loupes Gyökeres, tu peux trouver un profil du même calibre, pas forcément le même calibre de joueur, mais du même profil. Et là, bien sûr, tu réduis. Et bien sûr que tu finis par payer. Et le problème, c'est que tu montres au monde entier que tu vas négocier, mais qu'au final, c'est toujours tu vas toujours te plier au club vendeur. C'est ce qui s'est passé avec Højlund, c'est ce qui s'est passé l'extrême, c'est Anthony. C'est ce qui s'est passé avec Wan-Bissaka, c'est ce qui s'est passé avec Bruno Fernandes, c'est ce qui s'est passé avec Harry Maguire, c'est ce qui s'est passé avec tous les joueurs en fait qu'on a voulu négocier. Non, Zirkzee, c'est une clause. Donc c'est une clause. On paye plus pour pouvoir étaler, mais c'était une clause, Zirkzee. Sûr et certain. D'ailleurs, il vient parce que on a payé l'agent plus cher et que Milan voulait pas payer des frais d'agent. Mais tous les derniers transferts. Alors, pour moi, il y a deux choses. Hein. Premièrement, tu es débile de négocier comme ça, surtout que tu n'y arrives pas. Le but d'une négociation, c'est de faire baisser le prix. Tu n'y arrives pas, tu n'y arrives jamais. Et deuxièmement, il faut arrêter de croire que tu peux négocier. C'est surtout ça. Faut savoir un truc, c'est que là, je vais faire un peu long. Si tu achètes un joueur 65 plus 5 ou 55 plus 7, si il réussit, tout le monde s'en battra les couilles. S'il flop, ce sera le même problème. Tu n'as pas de différence. Plus quand tu t'appelles Manchester. Non, mais c'est-à-dire que 55 plus les 10 millions, si c'est un flop total, ou même si c'est un joueur mid, en fait, quoi qu'il arrive, c'est juste ton comptable, parce que le problème que tu vas avoir s'il flop pour le refourguer, ce sera le même si tu as payé 55 plus 7,5 que 65. C'est exactement la même chose. Ou 62,5, ce qu'on aurait dû mettre dès le début. Ça me change. Et deuxièmement, je vous laisse me dire quand est-ce que, hors Manchester, que vous avez l'impression qu'un club vendeur, encore plus en Première Ligue, parce que Première Ligue, ils ont l'argent, a réussi. Où tu te dis, putain, ils ont vraiment négocié un bon deal. C'est-à-dire que l'équipe X en demandait 50, ils ont réussi à le payer 35 plus 5. Ça fonctionne jamais. Les clubs, ils sont pas cons. On n'est plus. Ouais, alors quand c'est nous qui vendons, mais les clubs, ils sont pas débiles. Ils savent la valeur de leurs joueurs. Ils savent que si tu attends un petit peu, les clubs vont être désespérés, ils vont le payer. Ils sont pas fous. Tu crois que Leipzig est en train de pleurer parce qu'Arsenal sont allés sur Gyökeres parce qu'ils n'ont pas voulu payer Sesko? Mais non, ils ont des contrats longs, les joueurs. Or, le seul moyen où tu as un moyen de pression, c'est si le joueur est il lui reste plus qu'une année de contrat. Parce que le club veut pas le perdre gratuitement. Mais c'est tout. Et même, il y a certains clubs qui s'en foutent. Dortmund, ils ont perdu Lewandowski, ils s'en foutent. Le PSG, ils ont perdu Mbappé, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils vivent avec. Ils sont même contents, le PSG. Ils ont envie d'oublier avec la Ligue des Champions. Oui. Ouais. Mais en gros, pour moi, il faut arrêter de croire. Je pense même que dans les postes fantômes qu'il aurait dû supprimer, il aurait dû supprimer ton négociateur. Tu ne peux pas négocier dans le foot moderne. Et quand tu perds 7 semaines à le faire, tu passes juste pour un con. Et j'ai même envie de te dire, encore moins quand tu n'es pas en position. Tu t'appelles Liverpool. Tu finis champion, par exemple le Ekitike, je pense qu'ils ont dû sonder 2-3 autres attaquants. Tu t'appelles Liverpool où tu sais que ton socle, ton effectif, ta base, elle est solide, elle est cohérente, il y a de la qualité. Tu t'appelles Manchester, tu as fini 15e. T'as pas eu l'Europa League, donc tu as encore moins d'argent. Tu penses vraiment que les clubs vont te faire des fleurs? Déjà, on nous en faisait pas par le passé. Tu penses vraiment que les clubs vont se dire, on va faire une fleur à Manchester? Mais Liverpool, toi, tu prends l'exemple de Liverpool. Mais même Liverpool, il paye le prix, il négocie pas. Oui, Liverpool, non, mais dans le sens que vu que nous, on n'a qu'une seule cible, demain tu t'appelles l'exemple de Liverpool, ils changent de cible parce qu'ils savent que c'est pas ce joueur-là qui va faire totalement la différence dans tout leur effectif,
Nous, on est dépendant de, comme tu as dit, de Mbeumo, on n'avait pas d'autres pistes parce qu'on sait que c'est ce joueur-là qu'on veut. Cunha, pareil, c'est ce joueur-là qu'il nous fallait. Cunha, on le réussit parce Quel que club va te dire, bon, bah ok, vous êtes en galère, on vous facilite? le seul Aucun. club que j'ai vu vouloir faire ça et quitter les négociations réellement, c'est City ces dernières années, qui l'a fait quand même une ou deux fois, par exemple Wirtz, tout ce genre de choses. Mais tu vois, Liverpool, c'est le meilleur exemple. Liverpool, il paye. Quoi qu'il arrive, il paye le prix. Tant que c'est dans la mesure que tu te sentes pas floué dès la première seconde. Toi. Ils ont payé 80 plus 20, bon, ce sera que 80 pour Nunez, mais ils vivent très bien avec. Ils disent, bon, bah, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Quand ils ont posé 80 millions sur Van Dijk, tout le monde a rigolé à ce moment-là. Et parce que Van Dijk revenait des croisés. Et aussi, par contre, en faisant comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de je fais monter les jeux des enchères, il n'y a pas de je me retrouve dans la merde. Liverpool, ils arrivent. Et c'est une stat aussi que je vous ai envoyée. Je crois que c'est 70% des joueurs que Liverpool a signés sur les 5 dernières années. J'ai plus le chiffre, après je vais laisser la parole et puis je vais retrouver ça. Ils ont été signés avant le 1er juillet. Mais pourquoi? Parce qu'eux, ils arrivent. C'est combien? C'est ça, tu payes. Et voilà, il est à nous. Ici, il réussit. L'intégration, l'adaptation, elle est plus simple. Mais alors ça c'est autre chose, ça c'est sûr, c'est clair, mais surtout ils arrivent et ils payent. Et c'est un flop. Et c'était même Rui Costa qui avait dit pour Nunez, il pensait pas en avoir 80. Mais au final, ils sont arrivés, ils ont parti les sous et ils se sont barrés. Mais c'est aussi comme ça qu'ils ont signé Fabinho en une après-midi, alors que nous on a discuté 3 semaines avec lui à l'époque. Et au bout d'un moment, pour moi, les transferts, c'est comme quand tu es au magasin. Tu as un fric à afficher, c'est pas dans ta gamme, tu n'es pas d'accord de payer ça, ou tu es au marché, ou je sais pas où tu peux pas négocier, et tu arrives, tu dis, bon, moi je suis intéressé par ça, mais c'est pas dans ma gamme, j'estime que c'est pas ce prix-là, ben, je paye pas, je passe à autre chose. Et si c'est vraiment ça que je veux, ben je paye. Et voilà. Et si c'était une mauvaise idée, bon bah c'était une mauvaise idée. Et si c'était une bonne idée, bon bah c'était une bonne idée. Mais tu peux pas négocier. Faut arrêter de croire que les clubs négocient en fait. Non mais au-delà de ça, tu négocies, tu passes pas 8 semaines à négocier. T'essayes 2 semaines. Pourquoi, comme tu as dit, entre la première et la deuxième offre, il y a 6 semaines, c'est pas normal. Non, la première, la troisième offre. Ton coach est en galère. L'effectif est calamiteux. Tu as besoin de qualité. Et on sait très bien comment ça va se passer. Là, si tu signes Mbeumo le 21 juillet, là, pas encore là, tu signes qui d'autre après, en combien de temps? Et après, on est au mois d'août et le championnat commence. Et Amorim, il fait comme hier le match amical. Mis à part Cunha et Diego Leon, mais on sait que tu comptes pas forcément sur lui pour toute la saison. Bah, tu fais quasiment une nouvelle saison avec l'effectif de l'année dernière. Et dans ta position, tu perds Sancho, tu perds Anthony, tu t'affaiblis un petit peu. Tu Sur as perdu Eriksen, tu as perdu Evans. Mais voilà, tu perds encore en quantité. Juste sur ce point-là, après je laisse la parole aux autres. Donc j'avais pris sur les 5 dernières saisons, donc Manchester, on a acheté 17 joueurs, Liverpool 10, City 12 et Arsenal 16. C'était les chiffres d'il y a jusqu'au 10 juillet. Okay, depuis, il y a des joueurs consignés et tout. Donc, les transferts avant le 7 juillet, pourquoi je prends le 7 juillet? C'est en gros, sur les 5 ans, c'est en gros la reprise du championnat du précédent. Donc, Liverpool, c'est 80% de ses joueurs qui sont signés avant le 7 juillet. City, c'est 50%. Arsenal, c'est 37,5%. Manchester, c'était 11,76%. Avec seulement 2 joueurs sur les 17. Et sur les 2 joueurs, un, c'est Cunha cette année. Et l'autre, je crois que c'était Mount de tête. Et par contre, transfert après le 1er août. Donc, Liverpool, c'est 2, ils ont 20% quand même. City, c'est 5, ça fait 41%. Arsenal, c'est 3, 18%. Et nous, 8. Donc, nous, 47% de nos joueurs achetés sur les 5 dernières années on sont arrivés après le 1er août, et encore pire, 35% des joueurs qu'on a signés sur les 5 derniers mercato d'été, c'est que le mercato d'été, bien sûr, n'ont pas pu jouer le premier match. Et parce qu'après on connaît le permis, machin. Non, même pas pour l'instant. Ils sont arrivés. Non, ils sont arrivés. Le premier match était déjà passé en fait. Ouais, c'est ça. Le premier match est déjà passé. Et ce chiffre, moi je l'ai mis en rouge, 35%, parce que je suis gentil de compter les 2 matchs de l'année passée. Il y a 2 joueurs, Mazraoui et De Ligt. Un a joué 4 minutes et l'autre était titulaire, mais ils ont été officialisés le jeudi, ils ont joué le samedi. Je suis pas sûr que ce soit une super idée, ce qu'on a fait quand même. Mais ces 2 joueurs-là, ils rentrent dans le calcul, mais c'était l'extrême limite et ça devrait pas être le cas. Donc,
c'est un problème et pour moi c'est un problème surtout parce que en fait, tu cibles des joueurs où t'as pas de plan B. Parce que les plans B sont pas forcément. Souvent, ça arrive que les plans B soient meilleurs que les plans A, hein, mais nous on en a pas. Rashford plan Z, c'est meilleur que. Toi, Dama, En fait, on t'a pas trop entendu toi sur le deal en Bah, lui-même, sur les problèmes. Est-ce que tu vois un problème avec la gestion de ce deal? Ouais, il y a un problème clairement avec la gestion de ce deal. Au début, j'étais plutôt T'attends pas le cool. 31 août? Alors, non, si, j'attends le 31 août pour juger globalement ce que fait Ineos. Là, je parle vraiment spécifiquement des négociations où ça a traîné. Mais en soi, ça me dérangeait pas tant que ça. Sauf que à un moment où on le finit, je me dis voilà, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que on a bougé. Première offre, on l'a fait le 4 juin. J'ai noté de la part d'Orchin, 45 plus 10. Je crois le 27 juin, je suis pas sûr si c'était vraiment le 27, mais j'ai repris le tweet d'Ornstein, 55 plus 7,5. Et là, 18 juillet, 65 plus 6, où c'est OK. Entre-temps, comme tu l'as dit, il y a eu plein de transferts qui se sont faits. Déjà, en fait, si on le voulait en avance, pourquoi on n'est pas parti d'abord chercher Mbeumo, essayer de faire les 45 plus 10 avant Cunha? Peut-être que ça aurait On pu sait pas passer. bosser sur plusieurs dossiers, Adama. Ça Parce fait que, peur, ça. parce que en fait, Cunha, c'était une clause. Donc tu te dis, lui, il veut que nous. Et nous, voilà. Ouais, il y a pas de négociation, ouais. Voilà, il n'y a pas de après, négociation. il y avait peut-être d'autres clubs sur le joueur et que tu Mais es obligé de lever s'ils la bougent, clause vite. non, mais si les clubs agissent, là tu peux agir. Mais là, ils agissent pas. Tu peux attendre. Ouais. Donc tu peux aller sur Mbeumo. Tu te dis, ouais, parce qu'il est évalué à 50 millions. Donc tu te dis, allez, tu vas payer 55 et après tu pars sur la clause. Donc tu aurais pu faire dans ce sens-là. Donc ça, c'est le Sauf premier si tu as point. des infos que tu as un autre club qui est peut-être plus attirant que toi, qui était intéressé par Cunha à lever la clause aussi. Et dans ce cas-là, tu es obligé de mettre la seconde. Il y a forcément des raisons. Mais déjà, en tout cas, on aurait pu faire dans ce sens-là. Et là, moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que là où on a vraiment avancé, et en fait, moi, c'est vraiment sur Radcliffe que je veux tirer. Quand je dis, moi, c'est vraiment Radcliffe, c'est que j'ai l'impression que ça a bougé parce que, en fait, Berrada et Wilcox ont dû lui dire, c'est bon, quand ils sont partis en Islande, Lâche c'est bon, l'oseille. là, c'est bon, tu fais chier, là. Ouais. Je pense vraiment que ça s'est passé comme ça parce que, en fait, je crois qu'il y avait des rumeurs sur Wissa et Ouais. Bradford disait, Que non, les deux partiraient pas. Ouais. les 2 partiraient pas, mais en fait, oui, ça partira pas. C'est Surtout, juste qu'ils sur- en avaient marre. Ils ont dit: «Ouais, allez, c'est bon, payez là, en fait». surtout, moi je suis 100% d'accord avec ton analyse, c'est que leur séance mystère en Islande là, c'était mercredi ou jeudi, C'est ça. mercredi Dès qu'il y a eu ça et et le mardi. lendemain ou Et quelques exactement. jours après. Et le mardi, il y a Ornstein. Ornstein, c'est la Bible. Romano, il est fiable, mais Ornstein, c'est encore le niveau d'au-dessus. Il se trompe jamais, c'est simple. Et quand il dit quelque chose, c'est la réalité. C'est pas de spéculation. C'est parce que Et, il est sûr à ce moment, ouais, il est sûr et il balance. le mardi, il tweet qu'il y a une grande différence entre les deux évaluations des équipes et que c'est pas proche d'être réglé. 2 jours après, bien sûr, quand tu augmentes l'offre de 10 millions, mais c'est exactement la même gestion qu'Oilund. Oilund, il y a Kane qui part et Kane qui a accepté d'aller au Bayern. Je crois que le deal, il n'était pas encore fait, mais il avait dit je vais au Bayern. Et tu te retrouves avec notre seule cible, c'est vraiment Oilund, où il y avait déjà Ekitike à l'époque, ou Colomboigny, mais bref, c'était Oilund. Et puis là, on avait fait par contre. Tu vois, je préférais encore Oilund, où la gestion du deal était débile, mais en 2 semaines, tu étais passé de l'offre refusée à une offre beaucoup trop élevée, mais tu avais le joueur. Là, tu passes en 6 semaines. Tu montres en fait, qu'est-ce que tu montres à tous les autres clubs? En fait, si vous avez une évaluation, rajoutez 10% et attendez. Et surtout, faites Mbeumo, il a été patient, hein, parce qu'il peut être frustré et se dire bon, il y avait Newcastle qui le voulait et qui était prêt à poser le prix, qui est dans une meilleure situation sportive. On verra si Isaac part. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et le joueur, il voulait, comme Cunha, il voulait Manchester, Mbeumo, il voulait Manchester, donc c'est tout à leur honneur. Mais Mbeumo, 8 semaines, t'es patient, tu t'attends à refaire. Et ils ont joué sur Les ça. négociations, ils ont commencé en juin. Tu te dis, bon, normalement, si tout va bien, je fais la rentrée des classes avec mon nouveau club. Eh ben non.
Même pas. Non. Ben, Et ils ont joué sur... surtout, En fait, ils ont joué sur ça. Ils ont joué sur Mais il veut nous rejoindre, donc on est le club acheteur, on est en position de force, on va attendre. ça existe plus, ça. C'est des Eh oui. amateurs. Ouais, c'est C'est des des amateurs. Le amateurs. dernier qui a fait ça, c'est Kane. Au final, il a vite retourné à l'entraînement. Parce que, dans la parce qu'en Mais moi, fait, il y a psychologie, aussi, il y a aussi un dans la truc qui me psychologie, dérange. Excuse-moi, vas-y. Jérémy, c'est juste une phrase et après je te laisse. Tu peux pas chambouler tout l'organigramme du club, avoir la gestion du sportif et faire comme faisait l'ancien board en fait. C'est simple, mais tu fais pas du neuf avec du vieux. La façon de procéder, elle doit changer. Et pour l'instant, Neos et Radcliffe nous Tiens, montrent qu'elle a pas changé. oh, C'est bien dommage. le Dans principal la chose, psychologie, vas-y, attends, je te laisse vas-y. après Antoine. Alors, en plus, ce que tu perds dans la psychologie que tu comprends pas dans la psychologie d'achat et de vente, c'est que plus tu payes tardivement comme ça, plus tu mets le club vendeur en difficulté. Parce que nous, on parle d'un point de vue Aussi. Manchester, mais Brentford, ils doivent remplacer Mbeumo, qui est peut-être leur meilleur joueur que tu vas te Oh, tu peux chercher. enlever le Et peut-être. Hein. plus, ouais, tu es leur meilleur joueur. Et plus tu leur dis, bah moi, je vais filer les sous tard, et qu'ils vont être obligés de le remplacer, plus eux-mêmes, ils vont être en contrainte sur le marché. Donc, ils vont jamais te faire un cadeau. Jamais. Encore si tu vas le chercher très très tôt dans le mercato avec un prix C'est parce inférieur, que mais tu quand leur on y... dis, je les pose de suite, vous avez le temps de regarder, personne n'a encore bougé, vous avez le temps d'aller faire votre petit marché, ils vont peut-être te les prendre, ils vont dire cool, du cash qui rentre direct, on a du cash direct, on va y aller. Là, tu proposes un tarif en dessous et tu leur dis, vous vous débrouillerez avec ça, il reste 15 jours de mercato, merci, au revoir. Jamais, 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 jamais quand tu es vendeur, tu perds ton meilleur joueur dans ces conditions. Et en plus, dans ta stratégie, tu montres que tu n'as pas de joueur plan B. Bah oui. Donc en fait, tu sais Oui. qu'ils vont finir par te l'acheter. Donc Bah oui. en face, c'est aucun levier. S'il pense en avoir un, il n'a pas compris comment marcher les négociations. Bah en fait, Pourtant, on bosse pas dans ces leviers-là. on bosse pas dans des grands clubs, on n'a pas conscience de tout ce qui se passe Et en plus, derrière les coulisses, mais ça c'est prévisible, ça se voit. hormis, Donc, grave que eux ne le voient pas. hormis le Bayern avec les clubs allemands où ils avaient un levier il y a encore quelques années, même ça, il a sauté. Maintenant, ils payent le prix cher à chaque fois. Hein. Les clubs ont compris, déjà une bonne partie des clubs maintenant font de l'achat-revente comme modèle économique. Donc, ils sont pas cons. Ils savent il y a des outils qui permettent d'évaluer les joueurs et t'as même pas besoin d'outils. Tu regardes l'historique des transferts, tu dis bon, si ça c'est parti pour ça, moi je mets ce prix-là. Et puis, les clubs sont de plus en plus riches, tous, et ont moins en moins de besoin de vendre. Surtout en PL, Brentford, ils ont touché, ils ont touché plus de 100 millions de droits TV. Mbeumo, il a encore 2 ans de contrat, le 1+1, c'est une team option, donc bien sûr qu'ils allaient lever. Ils ont toutes les cartes en main depuis le début, et surtout, ça me fait penser au deal qu'on n'avait pas fait pour Perisic. Si tu es d'accord de payer 55 plus 7,5 de bonus, paye 62,5 et tu as le joueur, c'est réglé. On aurait eu le joueur. Et là il a déjà manqué 2 semaines de pré-saison. C'est pas gravissime, mais tu pars déjà avec une dette. Alors, ça va parce que c'est un joueur qui est hyper athlétique et que c'est pas Casemiro qui arrive avec 80 kilos en trop. Mais tu pars déjà avec une dette, surtout quand aujourd'hui, Mbeumo, alors c'est pas encore signé, mais ce sera aujourd'hui ou demain officiel, c'est que le deuxième joueur de ton effectif. Et ça me permet de faire peut-être la transition sur la préparation, ce que moi j'appelle la préparation ou la pré-saison. Vous pouvez retrouver les déclarations où en gros Amorim dit que c'était le pire Manchester United de l'histoire, la pire équipe, où Radcliffe au mois de mars disait qu'il était content d'Amorim parce qu'il fallait voir avec quoi il devait travailler et tout. Mais moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'aujourd'hui, tu regardes, il a exactement les mêmes outils, et surtout, tu regardes les joueurs. Qui c'est qui est parti? Eriksen, Lindelof, Evans, Rashford en prêt, c'est en train d'être bouclé. Et tu sais quoi, même si je rajoute Sancho, Anthony et Malacia. Ok. Si on les rajoute tous ceux-là, tous, ils étaient déjà. Je suis désolé, mais il y a aucun joueur qui va payer, c'est pas le bon terme, mais qui va payer la saison passée. Ils sont tous de retour. Tous les joueurs qui nous ont amené 15e, tous les joueurs qui ont chié sur la finale face à Tottenham, ils sont tous de retour. Et pour moi, c'est simple. Et ce que j'attends de la pré-saison et ce que j'attends de Manchester United, c'est combler, comme j'ai dit, 3 choses principales qu'on a vues l'année passée. 1, notre 3-4-3 est trop défensif. 2, on n'arrive pas à se créer d'occasion, que ce soit nos 2 numéros 10 ou nos 2 pistons. Et 3, on laisse des boulevards au milieu de terrain. C'est les 3 axes que moi je regarde.
il y a eu qu'un match amical, c'est qu'un match amical, on ne suranalyse pas, mais je suis désolé, on a dit toute l'année, mais Amorim n'a pas eu de pré-saison, donc quand il y a la pré-saison, je regarde quand même un peu. Bon, j'ai pété les plombs après une mi-temps, heureusement Mohamed a dit que la deuxième était meilleure, mais quand tu regardes la première mi-temps et qui repart avec... on a toujours les mêmes problèmes au milieu, parce que c'est pas anodin que la première composition qu'il fait, son milieu de terrain, c'est Casemiro Bruno. C'est le même milieu de terrain qu'il a mis en finale. Il va nous foutre Bruno au milieu de terrain là-bas, et même Ugarte Prime ne va pas réussir à couvrir. Et ça, tu sais quoi, quand Amorim va sauter, parce que quoi qu'il arrive, il sautera tôt ou tard, ça peut être vraiment un des clous qu'il a mis sur son cercueil de vouloir partir avec ce milieu de terrain-là. Et deuxièmement, tu ne crées toujours pas d'occasion. On va regretter l'offre d'Alila, là. Non, ça c'est sûr qu'on va le regretter, mais très vite. Et surtout quand tu regardes, moi j'ai regardé que les highlights la deuxième mi-temps, mais quand tu vois Kobbie Mainoo au milieu de terrain, tu dis en fait oui, c'est un milieu de terrain. En fait, et puis là, il va pas jouer pour mettre Bruno. Et en fait, les trois axes. Alors sur la création d'occasion, j'espère que Mbeumo va apporter, bien sûr. Mais tu regardes, Cunha était là hier. C'était peut-être le meilleur quand même des joueurs sur la première mi-temps. Je sens qu'il a quelque chose à l'oupier. Oui, en termes de percussion, c'est vraiment oui, pas mal. mais on crée pas d'occasion en première mi-temps. Et alors qu'il fait alors que sur une première mi-temps d'un match amical, en fait moi ce que j'attends c'est des flashs. Il y a eu un flash en deuxième mi-temps, d'un coup la balle elle a bougé hyper vite. Et là il y a une bonne partie des joueurs qui ont touché la balle une fois. Et moi je dis la pré-saison, je m'en fous royalement des résultats. Si tu perds 6-0 contre le Real ou même 6-0 contre Leeds, je m'en fous royalement. Contre les U20 de Flamengo. Exactement, tu t'en fous royalement. Vraiment, les résultats, tu t'en fous. Là, le style de jeu, tu t'attends pas à ce que tu joues un nouveau style de jeu pendant 90 minutes et tout. Mais par contre, tu dois avoir des flashs. Et là, le premier match, moi, ça me fait peur quand je vois ça, parce que surtout, en fait, c'est normal, on repart avec la même équipe. Je te trouve dur. Moi, sur la première mi-temps, j'ai noté des choses. Bruno Casemiro, c'est à vomir. Hein. Alors, positif ou négatif, mais déjà sur les sorties de balles, on voit ce qu'il faisait à Sporting. Donc, De Ligt monter au milieu de terrain. Ça, on ne le voyait pas au cours de la saison. Tu vas me dire, c'est pas grand-chose. Non, mais même, surtout en deuxième mi-temps. Déjà une certaine volonté. Surtout en deuxième mi-temps, Yoro et Evan ont joué beaucoup plus haut et eux, ils peuvent le faire. Mais quand il l'a fait avec Maguire, dans le dos, pas pour rien qu'on a eu beaucoup plus de tirs contre nous en deuxième mi-temps. Et il est ressorti juste après. C'est prévu, apparemment. Bref. Ensuite, donc déjà, moi, j'ai trouvé que ça, c'était plutôt positif. Après, au niveau du pressing, on est toujours nul. Pourquoi, Bruno? Il est pas coordonné. Je me suis focusé sur Bruno. Il va partout. Et c'est lui qui pète tout le pressing. Je ne sais pas si c'est une consigne ou si c'est là où il faut que je détermine. Parce que si on regarde bien la première mi-temps, Bruno, il veut essayer de prendre le ballon tout le temps. Mais non, si c'est juste de trop corrigé au fil du temps, c'est que c'est une consigne. Ou bien qu'il n'est pas capable de réfléchir. J'ai tendance à penser que soit c'est une consigne, soit c'est une tolérance. Dans tous les cas, c'est accepté. Oui. C'est une tolérance. Oui, tolérance, c'est un bon. Ouais, tolérance, je pense que c'est plutôt une tolérance. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème qu'il faut corriger parce que là, c'est un match amical. C'est Leeds. Tu fais ça contre Arsenal. On a réussi à poser les pieds. On se fait ouvrir. À partir de la 38e minute face à Leeds. Je ne pas dire que c'est inquiétant, parce qu'on ne va pas non plus, comme tu as dit, suranalyser. C'est Leeds, quoi. Ouais, mais on a tous nos joueurs. C'est ça qui me fait peur. Moi, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est une pré-saison, mais les gars se connaissent pour le coup. C'est une pré-saison qui est spéciale dans le sens où il n'y a pas de compétition européenne. Alors, il y a eu la Coupe du Monde des clubs pour Chelsea et City, c'est tout en Première Ligue. Ouais. Mais bon, ils ont des équipes à 800 joueurs, donc ils s'entendent. Les autres, Liverpool, Arsenal, eux, il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas de Jeux Olympiques, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas de Cannes, il n'y a pas de Coupe d'Asie cet été. Donc, ils vont être prêts. Hein. Et nous, on a tous nos joueurs. Et quand tu vois certains, Casemiro, Bruno au milieu de terrain, je pense que c'est le pire milieu. Je pense que McTominay, Fred était meilleur. C'est un meilleur combo au milieu de terrain. Vraiment, je rigole pas. Les gens vont dire mais le milieu de terrain, ce n'est pas que du talent. Là, c'est enregistré. Tu as dit que McTominay et Fred.
Mais parce que, C'est dire ce qu'il pense de Bruno Casemiro. mais en Ouais, fait, waouh. en fait, Bruno Casemiro, pour moi, c'est la pire chose que tu peux faire pour cette C'est équipe-là. trop lent pour un 3-4-3. Ca- C'est Ca- trop. Casemiro, il est revenu fit. Alors, t'as bien dit ça. Encore heureux, c'est un joueur pro. Mais bon, il l'a pas fait les 2 dernières saisons. Mais au moins, il est fit. Mais il va pas récupérer ses jambes. Le problème, Casemiro Prime courait pas vite. Déjà, et là, quand tu joues dans ce système-là, tu dois couvrir tellement de terrain. Et en plus de ça, donc au joueur le plus lent de notre équipe après Maguire, tu rajoutes Bruno, qui est le joueur le plus indiscipliné de notre effectif. Et pour moi, mais même quand tu mettras, c'est pour ça que Meinou, moi j'ai tellement le seum parce que c'est un meilleur milieu de terrain que Bruno, mais tous les jours. Bah en fait, vu qu'on va devoir se mettre en 4 pour Bruno, même Ugarte a fait, de ce que j'ai vu, parce que moi j'ai vu que les highlights la deuxième mi-temps, a fait une bonne rentrée en deuxième mi-temps. Mais Ugarte, on l'a vu cette année, même lui, il peut pas couvrir tout le terrain dans un 3-4-3. C'est Surtout, impossible. et Tu dois avoir les deux qui couvrent. alors ok, quand t'as Dorgu à gauche, si t'as Yoro, deux gars hyper rapides, ils peuvent t'aider à couvrir si ça part d'un coup. Mais on a un no man's land au milieu de terrain. Et c'est pour ça que moi je suis très 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 content de Mbeumo arrive et Cunha aussi, un poil moins content, mais quand même content que Cunha arrive. Mais ça règle en théorie seulement la création d'occasion. Et encore, il faut que le ballon arrive jusqu'à chez eux assez rapidement. Mais l'année passée, si on créait pas, ok, ça allait. Mais l'année passée, on se prenait aussi des vagues, on se faisait marcher dessus au milieu de terrain par des équipes de seconde zone et sans recrues au milieu de terrain, parce qu'on n'en a pas des recrues. Parce que ta seule recrue, c'est Meinou qui revient, mais il sera le backup de Bruno, donc il va jouer 8 minutes sur la saison. Et après, tu vas jouer avec Ugarte, Casemiro et Collier. Bon, j'espère que Collier, ça parte, on le vende cet été. Si on trouve un pigeon qui nous met 5 millions, on sera content. Mais et il y a des joueurs, moi je dis Luke Shaw, oulala, 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 là 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 là. Et pourtant il est fit par rapport à d'habitude aussi. Le problème, c'est que le milieu, ça a l'air d'être le dernier poste prioritaire. Là, on part plus sur un buteur de ce qu'on lit et un gardien, si possibilité. Le milieu vient derrière. Et pourtant, moi Après, moi je suis Amorim pas. l'a dit hier. Hein. Il a dit on manque de vitesse au milieu. Oui, mais c'est normal quand tu mets Le problème, Casemiro, c'est que Bruno, si Blaireau. tu insistes à mettre Bruno, Casemiro, c'est sûr que tu vas en manquer toute l'année, ça. Et surtout Bruno, il a une. C'est un tacle, hein. C'est un tacle envers les dirigeants. Ouais. Ramenez-moi un Je milieu. pense aussi, mais le problème, c'est que tu vois bien que la piste, là, c'est un 9. Potentiellement le gardien belge, là, mais tu Ouais. fais quoi d'Onana? Ah oui, parce qu'on en a qui est blessé. Même Hein. Eaton à 40 ans, il est meilleur que Bayendir. Hein. Ah non, mais notre numéro 2, c'est Eaton. Hein. C'est ce que je te disais, Jérémy. Ah ouais. Ouais, je suis pas sûr que ce soit Eaton le 2. Hein. Non, mais Moi, j'aimerais bien, mais... en termes de niveau de jeu, le numéro 2, c'est Eaton. Hein. Oui. Il y a même un bis. Hein. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, t'as pas tort. Après, dans ce que tu viens de dire, on peut aussi se poser la question de pourquoi est-ce qu'il privilégie Casemiro à Ugarte, le coach, dès le début du match, parce que c'est ce qu'il a fait l'année dernière aussi. Hein, Hier, face à Leeds, il y a aussi Collier qui joue. Bon, il y a Obi qui joue en pointe. Les titulaires de première mi-temps, c'est pas ceux qui sont sûrs de démarrer. C'est un mélange. Ouais, il a un peu mélangé. Yoro, il sera surtout quand tu vois déjà sa fin de saison et tu regardes le niveau hier par rapport aux autres. Yoro, il sera pas sur le banc, ça je vous promets. Et peut-être que on a enfin réussi un deal d'un bon transfert d'un jeune joueur. Mais Evan, alors moi je suis beaucoup moins fan Evan, mais Yoro. Il est meilleur que Shaw en tout cas. Ah oui, moi non mais quand je dis. Moi j'aime bien. Hein. Attends, en attendant le retour de Lisandro. Voilà, quand je dis beaucoup moins fan, c'est quand je vois des fans de United sur Twitter dire qu'on a signé le deal du siècle. Pour moi, ce sera un gars de rotation plus tard. Après, voilà. Mais quoi qu'il arrive, c'est meilleur que Luke Shaw. Tu vois. Maguire, là, on a joué beaucoup plus haut. C'est ce que j'ai aimé sur la première mi-temps. On a essayé de jouer beaucoup plus haut, mais tu peux pas le faire avec Maguire. Et dans son dos, en fait, il va tellement. Il faut pas Yoro, il faut Usain Bolt à côté pour le couvrir. Hein. Et t'as des gars. Maguire, il est envisagé dans la rotation et quand tu changes ponctuellement de tactique parce que tu as un besoin précis. Après, il y a un point. Avec De Ligt, le titulaire. C'est le titulaire. Si. J'espère qu'on va jouer avec Yoro, De Ligt, Evan. Hein. Et par contre, il y a quand même. J'espère tellement qu'il y a surtout Mazraoui là-dedans qui lui est suffisamment mobile. En rotation.
rotation. Rotation. Bah, moi, en défenseur central, Moi, je préfère Evan. pour moi, il peut faire partie des titulaires, j'ai Ah pas oui. de problème. Mais pour moi, Evan Mazraoui. Evan est beaucoup plus à l'aise balle au pied, par contre. Ouais, mais c'est kiff. Tu dis, moi, je m'en fous si c'est l'un soit l'autre. Par contre, si je vois Le seul Shaw. avantage, c'est qu'il y en a un, il est plus grand et il est Ouais. gaucher. Par contre, quand tu vois Luke Shaw dès le premier match pré-saison être dépassé de la sorte, alors que tu l'as pas mis piston, hein. Donc moi je pense que c'est déjà mort. Il est en forme pour le coup. Ouais. C'est ça le pire, c'est que là, t'as pas de retard à rattraper, c'est qu'il est arrivé en forme. Par contre, moi j'ai des grosses questions sur. Alors il y a une question qui me fait un peu plaisir à voir, mais sur les pistons. À gauche, on va partir sur Dorgu et Léon. C'est quand même très jeune, mais pourquoi pas? Parce qu'Hamas a été officialisé qu'il allait être prêté, et on ne sait pas encore où, mais il va être prêté. Et à droite, est-ce qu'on ne serait pas enfin sur Dalot sur le banc? Est-ce que tu es si sûr que ça? Est-ce que ça va alterner? Est-ce que tu es si sûr que ça à gauche? Tu auras vraiment les deux jeunes? Est-ce que tu es sûr que Dalot va pas finir par se retrouver à gauche? Ah non, attends, il s'est déjà pas centré à droite sur son bon pied. L'année dernière, on l'a vu jouer des deux côtés. Mais il fallait dépanner, on tournait à 2 matchs, 3 matchs semaine. Là, on est à un match semaine. Dorgu est un meilleur. On a recruté aucun latéral. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un prêt de Diego León en fin de mercato parce que je jugeais pas encore assez prêt. Mais quoi qu'il arrive, Dorgu est un meilleur piston que Dalot. C'est clair. Par contre, c'est là où on verra parce que normalement il est en compétition pour le poste de piston droite avec Amad Dalot. Et Amad qui a été notre meilleur joueur l'année passée, qui pour moi est le plus intéressant quand il joue sur ce poste de piston. On va voir. Le problème, comme tu l'as dit, c'est quand tu as Casemiro Bruno au milieu et que tu as des boulevards, ton arrière droit, enfin ton piston droit ne compensera pas s'il est plus haut. Mais en fait, tourné vers l'offensif que l'arrière. En fait, alors oui, je reprends ma cape de hater de Bruno. Et ne vous en faites pas, je l'ai bien repassé pour toute la saison prochaine. Quand tu essayes de tordre ton effectif au maximum pour être obligé de trouver une place pour ton petit chouchou, c'est ce que tu crées comme problème. Tout simplement. Parce que Bruno, tu l'enlèves des postes de numéro 10 pour le mettre au milieu de terrain. Alors ils disent c'est des postes de numéro 8. Non, c'est un 6, un 8. Au grand maximum, c'est plutôt 2-6 que 1 6, 1 8. Et tu tords pour mettre un joueur qui a toutes les caractéristiques inverses de ce que tu veux à ce poste-là. Et à côté de ça, mais même si tu mets Ugarte Bruno, ça ne fonctionnera pas. Ugarte Casemiro, c'est un meilleur duo dans ce système-là que alors, Bruno, sa seule place dans ce système, et encore, je suis pas sûr que ce soit une bonne place, c'est dans les deux devant. Sauf que tu viens d'acheter pour 150 millions d'euros les deux joueurs devant. C'est ce que j'allais dire. Non, justement, moi je le préfère plus bas, mais il faut. Pas faire sur le banc. Ah oui, mais un joueur de 30. C'est ça en fait. Parce qu'il a montré que. Il descendait quasiment en 4e centrale. Tu te disais, mais pourquoi il va être là pour la création. En fait, là, oui, mais c'est-à-dire que. Il veut le mettre à la création. L'avantage du système d'Amorim, c'est que normalement, tu n'es pas censé avoir besoin de top créateurs. C'est comme il a dit, c'est la balle qui bouge. Tu as besoin juste de mouvement et de gars qui se déplacent. Le problème, et surtout, tu as Cunha qui a déjà ce profil de créateur. Tu viens de caler 62 millions sur lui. Bon, après, t'en faut plusieurs. Il va te créer, il va te percuter, perforer les défenses. Et Bruno, le problème dans ce système-là, c'est que s'il vient rechercher la balle plus bas, c'est-à-dire que lui, c'est tout ce qu'il ne doit pas faire. Tout ce qu'il ne doit pas faire, c'est rechercher la balle plus bas. Parce que premièrement, on ne s'oublie pas qu'on a perdu la finale parce que ce blaireau, il perd 2 ballons de suite à cette position-là. Et pour moi, sa meilleure zone, c'est de nos 45 mètres à 65 mètres. Allez. C'est-à-dire que là où il doit être ni grand trop bas, max, ni trop haut. ni trop bas. Et le problème, c'est que encore plus quand tu le mets avec Casemiro, mais ce sera le même problème que quand tu le mettras avec Ugarte. C'est-à-dire que si lui, il redescend, tu redescends pas les deux milieux de terrain. C'est-à-dire que Bruno, là, il aura le rôle de retrouver le prochain relais qui sera son autre milieu de terrain pour que lui, après, il ressorte la balle, qu'il fasse encore passer l'étape d'après sur la possession. Sauf que moi, j'ai pas forcément la passe de Bruno à Casemiro. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Généralement, c'est assez facile. Et c'est de ce que tu vas demander à Casemiro ou Ugarte de faire qui est un peu plus compliqué.
Et donc, je préférais que tu switches au moins. Tu switches. Tu dis, bon, ben, Ugarte, tu viens retoucher la balle de tes centraux. Tu remontes, tu cherches Bruno. Bruno, tu cherches Cunha, Mbeumo ou tes ailiers. Et puis voilà, boum. Pas que c'est des consignes, comme disait tout à l'heure, c'est plus de la tolérance. C'est Bruno Ouais. qui fait un peu ce qu'il veut. Et comme tu as dit, on regrettera les 100 millions à Hilal ou à Lali. C'est clair. On le regrette C'est déjà. clair, et on l'a dit, on l'a assez De toute façon- répété pour Ten Hag, hein, mais attention à Amorim de pas faire confiance aux gars qui vont le. Qui vont faire perdre la place. Après, c'est différent dans le sens où Ten Hag, il a fait confiance à des gars qu'on savait qu'ils allaient jeter sur le bus Ten Hag sur le comportement. Alors que je comprends que tu veuilles faire confiance à Bruno parce que ça a l'air d'être vraiment un leader dans l'équipe. Quand je dis un leader, c'est un Oui, gars qui va tout le temps. le terrain. Est-ce que c'était pas le moment de tourner, de faire table rase du passé? C'est pas moi. Peut-être qu'il savait que l'argent n'allait pas être réinvesti. Il a été visionnaire. Parce que là, c'est ce que tu perds, pas forcément ce que tu gagnes, mais quand même. Toute la fin de saison, les matchs de Bruno à ce poste-là. De Bruno, c'est pas le profil du joueur d'Amorim. Et vraiment. Ou à la rigueur, dans les deux 10. Donc là, je comprends pas Cunha et Mbeumo. Dans ce cas-là, fallait mettre Mbeumo à droite et tu gardes Bruno en gauche, en 10 à gauche, avec Dorgo qui déborde derrière lui et deux vrais milieux au milieu, quoi. Surtout cette année où t'as pas besoin de profondeur dans l'effectif. Et du coup, tu gardes le deuxième montant que t'as pas mis pour un piston titulaire, par exemple. Comme ça, au hasard, avec un vrai niveau, avec un vrai niveau de top club, hein, pas bricolage. Et je reviens avec ma théorie Mbeumo en attaque. Après la pause fraîcheur, Amad est passé 10 et c'est Collier qui est passé piston. Oui, parce que Collier, pour le moment, c'était un bouche-trou pour. Il m'a fait penser à Sancho l'année passée, en pré-saison où on le mettait n'importe où. Et puis pour finir, tu savais que ça c'est quand même bizarre, Adama, que tu prennes un gars qui te score 20 buts et tu mets 70 millions quasiment pour un gars qui joue quasi au poste de 10 à droite pour le foutre en 9. Après, non, et surtout. Ponctuellement. Alors, pour moi, ça ne sera pas l'idée principale. Oui. Ponctuellement, tu pourrais le voir. Après, tu peux te poser la question, et c'est tout le problème de notre effectif, c'est que des joueurs qui jouent numéro 10, on en a trop. Et par contre, on n'a pas assez de gars qui sont des vrais numéros 6. En gros, c'est simple. Dans n'importe quelle équipe, à mon avis, mais encore plus dans le 3-4-3, le moteur de ton équipe, c'est les deux gars au milieu de terrain. Tu peux avoir les meilleurs freins, les meilleures roues, les meilleurs volants. Si ton moteur n'avance pas, ça ne fait rien. Et nous, c'est ce qu'on va se mettre dans cette situation-là parce que ça a fonctionné. C'est-à-dire que moi là, je nous vois bien finir 6-7e, mais ça ne veut pas dire que tu as progressé si tu as fini 6-7e, c'est jamais. Hein. Je suis même pas sûr, franchement, avec ce milieu. Oui, mais parce qu'on a on a de la qualité autour et tu sais comment ça tourne. Ugarte, Meinou. Ah non, mais Ugarte, le problème, c'est que mais c'est meilleur. Ça fonctionne. Ça fonctionnait par exemple au Sporting, ça peut fonctionner en Liga. Mais ton 3-4 avec ce milieu en PL, on l'a vu déjà l'année dernière. Mais, et par contre, la seule chose qui peut. En fait, c'est-à-dire que. Déjà, pour moi, il devait dégager cet été Bruno parce que tu avais cette opportunité-là, que tu changes de système. Tu as une opportunité de vendre un joueur qui est encore valorisé. L'année prochaine, il ne faut pas croire. Si un club saoudien qui revient à la charge, tu auras déjà divisé par 2 ou 3 le prix. Hein. Et en plus, il restera une année de contrat. Donc, comment ça va se passer? On va sûrement le prolonger, on va encore le rallonger. Mais pour moi, la seule chose qui peut être entendable, c'est que tu veux intégrer Meinou petit à petit à ce poste-là, à la place de Bruno, et que Meinou sera le remplaçant de Bruno. Mais si c'est le cas, je dis pourquoi pas, mais c'est dire que Bruno, il doit sortir aussi de temps en temps. Pas à un match bah oui, c'est ça. Ça n'arrivait pas déjà à 3 matchs. Après Meinou, c'est un gars il a toujours que 20 ans au milieu de terrain. Moi, s'il joue 30 minutes par match, ça me va, toi, en moyenne sur l'année. Pour commencer. Si tu à ses volontés. Ah bah oui, mais et au fur et à mesure de l'année, s'il est meilleur que Bruno, bah tu le mets. Mais le problème, c'est que nous, on donne des statuts d'intouchables à des gens qui ne te font pas gagner. Donc c'est quand même incroyable. Le problème, c'est que Amorim a basculé cette hiérarchie, mais pas pour Bruno. Ah bah exactement. Ouais, tout le monde est sur la sellette sauf Bruno où on force parce qu'on force pour le mettre au milieu de terrain alors que c'est quand même obvious que c'est pas sa position et au final c'est le pire, hein, il l'a mis en haut de la pyramide. Ah oui, c'est pas qu'il a pas bousculé, c'est qu'il l'a fait de le mettre tout en haut. Il a pas mis il l'a pas mis en haut de la pyramide, il a fait de lui la pyramide. Il a fait de lui la pyramide. Mais en gros, Bruno. L'arrivée, il était déjà au top. On l'a prolongé. On a viré le gars qui l'a prolongé carrément. Bah, peut-être que c'était une bonne idée de le virer. Mais Bruno en 6, en 6, vous pouvez l'appeler comme en milieu central. Pour moi,
tu as tout ce que les gens n'aimaient pas de Pogba, sans ce qui faisait de Pogba un bon joueur de foot quand même. Vraiment. Les Dire dans que- le vestiaire. Non, mais Pogba, Pogba, défensivement, il chiait sur le torse de Bruno. Hein. La différence Oui. était énorme. Et il avait une discipline sur le terrain qui n'était pas exceptionnelle, mais qui était à des années-lumière de. En fait, Pogba, c'était un numéro 6 qui, dans sa tête, était numéro 10. Et c'est pour ça qu'il il perdait des ballons, il faisait des trucs des fois débiles et au final on n'était pas content et tout. Mais Bruno, quand il joue ce poste-là, c'est la même chose, sauf que Pogba, on oublie que dans les duels, c'était ultra solide même en première ligue. Et ultra solide. On parle pas d'un gars qui gagnait 45% de ses duels de temps en temps et tout. Il se cachait pas pour les duels, lui. Et il gagnait les duels aériens aussi. Donc parce que la première ligue, c'est quand même une ligue physique. Si tu te mets même Ugarte, Bruno au milieu, bah, j'espère que tu as LeBron James et Shaquille O'Neal en défense centrale parce qu'il va falloir en gagner des duels dans les airs. Hein. Donc, non, pour moi, c'est une catastrophe, ça. Et on va se tirer une balle dans le pied. Et surtout, bah, comme tu vois, comme tu dis, les sources fiables sur qu'est-ce que c'est la suite de notre mercato. 1, c'est vendre des joueurs. Moi, c'est lent. 2, c'est acheter un buteur. Bah, il reste plus grand-chose sur le marché, hein, les poteaux. Pour moi, le seul joueur qui reste sur le marché qui est intéressant, bah, c'est Sesco. Mais bon, ce sera sûrement beaucoup. Gyökeres qui est en train de Ah ouais, bon, bah, de Arsenal. foirer le deal à Arsenal, mais perso, j'en veux pas. T'as clairement montré ta préférence, bah vas-y. Hein, mon copain. Geeks, Moi, ni l'un ni l'autre, les deux, j'en veux pas. Mais après, on a besoin d'un buteur, hein, les gars. Après, c'est le club qui veut. On Ça a besoin dépend. C'est pas forcément besoin d'un buteur. Si on a Moi, enfin c'est ce des que gens je capables de pense faire toujours, une hein, passe, si mais Momo il est capable de faire une là, pour passe à moi, Young. c'est le gardien la priorité. Mohamed, t'avais raison. Non, la priorité, c'est quelqu'un. Il faut oui. quelqu'un qui arrête des tirs. Attends, demande trop à notre gardien. Mais Quelqu'un qui arrête des tirs. et après, bah il y a le gardien. Tu peux trouver des gardiens. Tu peux en trouver Il y a à. le Belge, là, Il y a un Emilio million. Martinez, là, on se tourne Non, autour. non, là c'est trop cher. Mais non, Pour moi, t'as c'est le trop cher. Belge de 20 ans, là, franchement, 23 ans. le Martinez. Suffit. Martinez, non. Au niveau des stats, il est comparable à Onana. Hein. Ouais, je suis en train de les. Je les ai regardés juste avant. Bah oui, il arrête des pénaux, il fait ses danses, il énerve les adversaires. C'est pareil, au niveau stats, quasi au Allez niveau me chercher de. un jeune, laissez-lui le temps d'évoluer, on est à un match par semaine. Là, Il y a une différence quand même. Hein. Emilio Martinez, il sécurise sa défense. C'est-à-dire qu'après, peut-être qu'en stade de tir encaissé. Bon, c'est un gardien, 32 ans, ok, mais 40 millions quand même. 40 millions de gardien, c'est pas cher. Hein. On payera jamais ça. Bref, mais de toute façon, la suite, c'est un gardien, peut-être, un buteur sûrement, et ça s'arrête là. Hein. On va pas aller plus loin hein, parce que. S'il y a de l'argent. Oui, mais un fond de tiroir. Mais c'est-à-dire que tu dois vendre quelqu'un. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite n'a pas l'air d'avoir envie de payer pour Casemiro. Et on regarde partout sauf Manchester du côté rouge. Bah oui, bah ils sont logiques. Hein. Ils ont fait une offre à 100 millions pour Bruno, qui était déjà une offre de débile 2 fois sa valeur du marché. Lui, il l'a refusé mais si on lui avait dit tu y vas. Ça aurait réglé tellement de problèmes. Mais quand on avait fait nos mercato idéaux, on avait tous mis pas mal de ventes et on en est à 0 actuellement. Donc, et moi, qui est en train de se faire. Ouais, mais c'est un prêt. Il y avait que Jérémy entre guillemets qui était réaliste en ne bossant pas. Il se dit bon, ça va se passer comme d'habitude. Bah, et lui, c'est le seul qui avait suivi les règles. On doit se mettre dans la peau du DS de Manchester United, donc il n'a pas travaillé. Bah oui. Bah, ouais. C'est ça. J'ai pas travaillé et surtout réaliste. Je connais mon club. C'est ça. J'ai l'ADN de mon club, moi, dans le sang. Encore une lueur d'espoir dans notre cœur. Et surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est que toi, dans les jeunes qui sont à potentiel que tu dois faire jouer quand même, pour moi, le plus gros, c'est Yoro et il va jouer. Après, tu as Meinu et il va pas jouer. Tu as Koné qui a l'air d'impressionner tout le monde à l'entraînement, mais il va pas jouer. Il joue à ce poste-là. Et tu veux pas le prêter. Diego Leon aussi. Diego Leon a l'air d'impressionner mais après ça c'est des joueurs qui peuvent jouer, mais au milieu de terrain, c'est-à-dire que là pour moi tu vas te saboter au milieu de terrain, tu vas faire illusion tout, mais et je sais plus si le calendrier était déjà sorti quand on a fait le dernier podcast. Mais pour rappel, on peut pas se permettre le début un peu compliqué. Arsenal, Chelsea, City dans les 6 premiers matchs. T'as dit quoi? Le début il est un peu compliqué. C'est les Hunger Games, le début de saison. On commence le 17. Tant mieux. Arsenal. Ouais, non, arrête. Si, tant mieux. Alors moi je suis dans la team Adama, je préfère un tant mieux aussi. Mais pour 50% de ces matchs-là, on n'aura même pas tous nos recrues.
Oui, mais justement, ça donnera plus de crédit à Amorim, en fait. Ouais. Donc ça Il est veut déjà dire, sur la plus de télé. temps. c'est-à-dire Non, que ça lui donnera plus de En plus, si tu joues Arsenal première journée, c'est quoi le 17 août 17 août, ouais, à 17. ouais. Tu prends une rouste. Ça te laisse toujours la possibilité de faire un panic buy. Non, tu sais Ouais, pourquoi? bah, Tu comme sais pourquoi? Brentford et Brighton, Ten Hag. Tu sais Tu prends pourquoi? Casemiro à 70. Non, parce que les gens diront ah mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Et après tu vas jouer Fulham, où ça sent le match nul parce qu'on Fulham, tout le monde aime leur dire que c'est des matchs faciles et tout. Et après tu joues Burnley qui a 0 recrue donc ils vont faire une Southampton. Et après le problème c'est quand tu reviens juste après la fin du mercato, c'est là où tu tapes City, Chelsea, Brentford. Bon t'as Sunderland ça devrait aller. Liverpool, Brighton. Ah, Sunderland, attention. Sunderland, ils font un Moitié gros. avec nous, déjà. Sunderland, ils font un gros mercato, mais tu sais ce que c'est de passer de Championship à Premier League. Mais c'est dire que, je suis désolé, mais il y a un monde qui est pas du tout irréaliste, qui est même plutôt probable, où tu es 14, 15e de PL au mois d'octobre. Hein, ta place. au mois Ta d'octobre. place. Oui. Et c'est aussi. Et là, je peux rien dire. Et ça- Habituellement, j'aurais dit, mais non, tu racontes n'importe quoi. Non, là, pour le coup, Ça sent pas bon. ok. Et surtout, moi, ce qui me fait peur, en fait, et je veux terminer par là, c'est que on fait un entre-deux là que je suis pas fan. Moi, j'étais pour acheter des joueurs plus confirmés. Hein. J'avais dit, c'est pour ça que je voulais plus, je sais plus qui je disais devant. Je disais qu'il nous fallait surtout un buteur confirmé et tout parce que c'est trop difficile d'arriver en première ligue et de performer quand tu es un jeune. On a vu Yoro qui a un talent énorme. En plus, il se blesse sa première saison. Mais la première saison de Yoro, si tu mets pas le nom derrière le maillot, il y a juste la fin de saison où tu te dis ouais il est pas mal. Sinon c'était un gars mid, hein. Pas se mentir. Bref, et donc Cunha, Mbeumo, ça va là-dedans. Mais si tu en recrutes que, allez, on dit même qu'il y a un troisième joueur qui arrive de cette acabit-là. En fait, si tu veux renouveler ton effectif avec des joueurs de 26-27 ans, il va falloir mettre plus d'argent les poteaux, hein. Parce que tu peux pas y aller à ce rythme-là. Et il y a une chose que j'aimerais rappeler aussi à nos chers propriétaires, parce qu'ils aiment bien prendre toujours Liverpool en exemple. Sur comment Liverpool s'est reconstruit, et il l'a même dit dans une interview qu'il a fallu 4 saisons à Klopp pour être au niveau de City et jouer le titre avec City. Il y a une chose qui a changé hein, depuis ce moment-là. Qu'est-ce qui a changé? Alors, Il y a plus de concurrents. Alors déjà, il y a plus de concurrents. Non, mais il y a les règles financières qui sont, sont durcies aussi. Alors c'est lié aux règles financières, mais c'est que à ce moment-là, quand tu allais pas en Ligue des Champions, tu perdais 30 millions par rapport, 20 à 30 millions max par rapport à une équipe qui se qualifiait bien en Ligue des Champions. Ah oui, c'est vrai, bah oui, il y a plus d'argent. Aujourd'hui, cette année, Aston Villa, ils ont touché plus de 100 millions. Sur la Ligue des Champions? Ouais, si tu prends la Ligue des Champions... avec leur parcours, pardon. Ouais, avec leur parcours, plus les droits, plus les jours de match et tout, c'est plus de 100 millions que j'ai vu d'Aston Villa. Et en moyenne, tu vas compter 80 millions par club de PL, minimum, hein, parce qu'il y a rarement des clubs qui sautent rapidement. Et de toute façon, avec les droits et tout, et les matchs, tu veux monter. Là, City a pris combien? Parce qu'ils ont fini je ne peux pas aller en 16e. Hein. Price money, ça va montrer à peu près. Si par exemple, si on était allé en Ligue des Champions, comment on aurait pris à peu près? Alors, attends, je suis avec. Je pense, ouais, tu rajoutes en plus de. Ouais, moi j'aurais dit entre 50 et 70. Alors. 80, billetterie et tout, 80. Hein. Donc, déjà par victoire, c'est 2 millions de. 2 millions. Donc. Et tu rajoutes 2 matchs. Ouais. Bon, on va s'arrêter gentiment là-dessus, de toute façon. Vu que Mohamed est parti à voir et il a foiré toute la présentation visuelle vu que c'est une capture d'écran. Merci Mohamed. Ok. Je sais pas s'il a eu un problème, donc on verra. Mais bref, en tout cas, on se réjouit. C'est ça. On se réjouit en tout cas de continuer à reparler de ce club de débiles toute la saison avec vous. Donc n'hésitez pas à continuer à nous écrire pas mal de commentaires. On essaye de répondre à tous. Hein, je crois qu'on est assez bon là-dessus.
Donc que ce soit Adama, je vois qu'il répond beaucoup, Jérémy directement avec le compte, ou même moi je le réponds avec mon propre compte. Donc n'hésitez pas, si vous voulez parler encore plus de Manchester United, n'hésitez pas d'aller sur le forum. Il y a encore beaucoup d'autres personnes de la communauté Manchester Devils qui font vivre ce forum au quotidien. Donc si vous voulez prendre votre billet pour la TR Rapid Group, n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se revoit prochainement pour parler du grand Manchester United. Bonne semaine à tous et à bientôt. Salut.